Foutez-moi ces salauds hors de ma vue et qu'ils aillent au diable ce fauteuil roulant. Hurla Yasmine, le visage déformé par la rage, arrachant sa bague en diamant de 5 carats et la jetant violemment contre la poitrine bandée d'Hector. Le métal le frappa, en plein dans les côtes. Hector ne bougea pas, restant immobile sur l'immense lit au drap de coton égyptien, le regard fixé sur la femme qui, jusqu'à une semaine auparavant, avait juré de l'aimer plus que tout au monde. En le voyant prostré, soi-disant incapable de marcher après l'accident de son jet privé, le masque de l'épouse parfaite s'était brisé en un temps record. 3 jours seulement s'étaient écoulés depuis son retour de l'hôpital, et Yasmine exigeait déjà le contrôle total des comptes bancaires aux îles Caïmans et des parts de l'entreprise de construction. Était-il devenu muet? Son cerveau s'était-il atrophié? Yasmine arpentait la luxueuse chambre parentale, le claquement de ses talons aiguilles résonnant sur le sol en marbre de Carrare. Regardez-moi ça. Le grand Hector Tonali, le requin des affaires, est devenu un meuble bon à rien. Je ne vais pas gâcher mes meilleures années à lui essuyer la bave. Hector, signe cette foutue procuration sur le champ. À ce moment-là, la porte s'ouvrit timidement. C'était Alicia, la jeune femme de chambre. Elle portait son uniforme bleu impeccable, orné de petits détails blancs au col, et ses gants jaunes, inséparables, glissés dans la poche de son tablier. Elle portait l'un des jumeaux, Victor, dans ses bras. De l'autre main, elle tenait celle de Pedro. Les enfants de 2 ans, terrifiés par les cris, observaient la scène, les yeux écarquillés. « Excusez-moi, jeune homme » murmura Alicia en baissant la tête et en essayant de se faire invisible. « J'ai entendu un bruit et les enfants ont eu peur. Ils voulaient voir leur père. » Yasmine pivota sur elle-même, comme un serpent prêt à bondir. Ses cheveux blonds impeccables ondulèrent d'un mouvement brusque tandis qu'elle pointait du doigt Alicia, dont la manucure rouge brillait sous le lustre en cristal. « Qui t'a donné la permission d'entrer ici, espèce de servante prétentieuse » lança-t-elle en se jetant sur elle. Alicia recula d'un pas, protégeant instinctivement les enfants de son propre corps. « Et éloignez ces créatures d'ici. Elles empestent la misère. Je te l'ai dit 1000 fois, je ne veux pas voir les salauds d'Hector traîner dans ma chambre. » Hector sentit une fureur volcanique monter en lui, mais il serra les dents jusqu'à avoir mal à la mâchoire. Il devait tenir le coup. Il avait besoin de voir jusqu'où la déchéance morale de cette femme l'avait mené. Il serra les poings sous la couverture, dissimulant la force qui lui restait. « Yasmine, ce sont mes enfants, » dit Hector d'une voix faible et rauque, feignant d'être brisé. « Laisse-les rester. Alicia s'occupera d'elle. »« Tais-toi » l'interrompit-elle en saisissant un vase en porcelaine sur la table de chevet et en le jetant contre le mur à quelques centimètres de la tête d'Alicia. Les jumelles éclatèrent en sanglots. « J'en ai assez, assez de cette maison, assez de ces enfants qui ne sont même pas les miens, et assez de toi. Si tu ne signes pas les papiers demain matin, je te jure que je t'enverrai dans la maison de retraite la plus miteuse et la moins chère que je puisse trouver, » lança-t-elle à Alicia avec un mépris absolu. « Et celle-ci, là, qui meurt de faim, ira dans la rue avec ses enfants. » Alicia, tremblante, non pour elle-même, mais pour les enfants, rassembla un courage insoupçonné. Elle leva les yeux et dit d'une voix tremblante mais ferme. « Madame, je vous en prie, monsieur Hector a besoin de repos. Si vous voulez me crier dessus, criez dehors, mais respectez son deuil. » Le silence qui suivit fut solennel. Yasmine ouvrit la bouche, incrédule. La servante la provoquait. Yasmine laissa échapper un rire froid, dénué de toute joie humaine. « Du respect ? Tu me parles de respect ?» lança-t-elle en s'approchant d'Alicia, envahissant son espace personnel et lui crachant ses mots au visage. « Tu n'es qu'une femme de ménage. Tu es là pour nettoyer, pas pour donner ton avis. »« Et toi, Hector ?» demanda-t-il avec mépris. « Regarde qui te défend. Ton grand empire réduit à ça. Une bonne et 2 enfants qui pleurent. Quelle tristesse !» Yasmine se dirigea vers la porte, mais avant de partir, elle s'arrêta et lança à Hector un regard glacial. « Le notaire arrive demain à 9 heures. Si vous ne signez pas, adieu les soins médicaux. J'annule tous les paiements. On verra combien de temps vous tiendrez sans vos médicaments coûteux. » Elle claqua la porte si fort que les vitres tremblèrent. Alicia relâcha le souffle qu'elle retenait. Ses jambes tremblaient, mais elle s'accrocha pour les enfants. Elle s'approcha lentement du lit, les yeux embués de larmes qu'elle retenait. « Je suis désolée, monsieur Hector. Je ne voulais pas vous déranger, » dit-elle en essuyant rapidement les larmes sur les joues de Victor. « Je n'aime pas la façon dont elle te parle. Tu ne mérites pas ça. » Hector regarda la jeune femme. Contrairement à Yasmine, qui ne voyait que des chiffres et un statut social, Alicia voyait l'être humain. Alicia, qui gagnait le salaire minimum, portait le même uniforme tous les jours, et s'occupait de ses enfants comme s'ils étaient les siens depuis la mort de leur mère biologique en couche.
Elle avait plus de dignité dans son petit doigt que Yasmine dans tout son corps transformé par la chirurgie. Ne vous excusez pas, Alicia, dit Hector, reprenant un instant son ton habituel avant de se rappeler le rôle qu'il jouait. Merci d'avoir défendu les enfants. Avez-vous besoin de quelque chose, monsieur? De l'eau? Dois-je ajuster les oreillers? Hector hocha légèrement la tête. Le test venait à peine de commencer. Elle avait besoin de savoir si Alicia était vraiment loyale ou si elle agissait simplement par peur de perdre son emploi. De l'eau, s'il vous plaît. J'ai la gorge sèche. Alicia laissa les enfants sur le tapis, leur donnant quelques jouets sortis de son tablier pour les occuper, puis courut remplir la carafe d'eau. Ses gestes étaient rapides et efficaces. Il approcha délicatement le verre, tenant le bout de sa main comme s'il était de verre fragile. Le contact de sa main, rugueuse à force de travail mais chaude et douce, contrastait brutalement avec la froideur de la bague en diamant que Yasmine lui avait jetée quelques minutes auparavant. Hector but lentement. Tout en buvant, il remarqua les chaussures usées d'Alicia. Elle envoyait presque tout son argent à sa mère malade, restée à l'intérieur du Maranao. Elle ne se plaignait jamais. Il n'avait jamais demandé d'avance. Et maintenant, il s'en prenait à la propriétaire. « Alicia, dit-il en lui rendant son verre, si Yasmine me prenait tout, que ferais-tu » Alicia le regarda, surprise par la question. « Monsieur, l'argent va et vient. Ma grand-mère disait toujours que la véritable richesse d'un homme ne réside pas dans ses poches, mais dans ceux qui restent à ses côtés quand elles sont vides. » Elle marqua une pause, le regard fixé sur les jumeaux allongés sur le tapis. « Je ne vous laisserai pas seul. » Et jamais il n'abandonnerait les garçons, Victor et Pedro. Même s'il devait vendre des croquettes de poulet dans la rue pour les nourrir, Hector sentit une boule se former dans sa gorge. C'était la solution. C'était la vérité qu'il recherchait. Mais le destin, cruel et capricieux, allait mettre cette promesse à l'épreuve de la manière la plus brutale qui soit. La porte s'ouvrit de nouveau. Cette fois, Yasmine n'était pas seule. Elle portait une mallette en cuir noir et arborait un sourire qui n'augurait rien de bon. Derrière elle se tenait Sandro, un jeune associé de la société d'Hector, un homme que ce dernier avait toujours considéré comme un parasite obséquieux mais inoffensif. Il s'était lourdement trompé. Sandro portait un impeccable costume italien et tenait une bouteille de Dom Pérignon d'une main et 2 verres de l'autre. « Bonsoir, belle au bois dormant !» s'exclama Sandro en riant, avant d'entrer et d'embrasser Yasmine passionnément sur les lèvres, juste devant le lit d'Hector. « Alors, comment va le légume le plus cher de la ville ?»« Toujours aussi inutile. » répondit Yasmine en lui rendant son baiser avec une luxure exagérée, s'assurant qu'Hector les observait. « Mais ne t'inquiète pas, mon amour. Ce soir, dès que le notaire arrivera. » Hector ouvrit lentement les yeux. Voir son partenaire embrasser sa femme dans leur chambre tout en préparant un cambriolage était une torture psychologique savamment orchestrée. « Sandro, » murmura Hector d'une voix rauque, « tu étais mon ami. Je t'ai donné du travail quand personne d'autre ne le faisait. » Sandro rit doucement et s'approcha du lit, se penchant au-dessus d'Hector. L'odeur d'eau de Cologne bon marché et d'alcool frappa les narines du millionnaire. « Les affaires sont les affaires, Hector. C'est fini pour toi. Regarde-toi. Tu es un poids mort. Je t'ai toujours détesté. Toujours si parfait, si moral. Ça me donne la nausée. » Sandro se retourna et versa un verre à Yasmine. Ils portèrent un toast, faisant teinter le verre au-dessus de la tête d'Hector. « À la nouvelle propriétaire des entreprises de construction tonale, » lança Yasmine. « Et pour la liberté, » répondit Sandro. À ce moment-là, Alicia entra avec un plateau, des draps propres et du bouillon de poulet pour Hector, comme elle l'avait promis. En voyant Sandro et le toast, elle s'arrêta net, horrifiée. « Quoi? Que se passe-t-il ici ?» Sandro se retourna et la dévisagea avec une grimace de dégoût. « Et qui est-ce » ? La fameuse servante qui défend l'infirme. Elle fit un pas vers lui, empiétant sur son espace personnel. « Et, jolie fille, quand ce type mourra ou ira en maison de retraite, tu pourras rester. On a besoin de quelqu'un pour nettoyer après les fêtes. » Alicia recula. Ses yeux brillèrent d'indignation. « Un peu de respect, s'il vous plaît. Monsieur Hector est malade, pas mort. Veuillez partir. Il a besoin de se reposer. » Yasmine s'approcha rapidement et frappa le plateau. Le bol de bouillon vola en éclats et se brisa sur le sol, éclaboussant l'uniforme d'Alicia et le tapis persan. « On ne donne pas d'ordre chez moi, imbécile. Nettoie ça immédiatement. Et prépare-toi, car quand le notaire arrivera, tu seras témoin. Je veux que tu vois comment ton cher patron signe son propre arrêt de mort et te laisse à la rue. » Hector vit Alicia s'agenouiller pour ramasser les morceaux de poterie brisés. Ses mains tremblaient, mais pas de peur,
ni d'impuissance. Il voyait dans ses yeux qu'elle calculait, qu'elle réfléchissait à la façon de le sauver. Ne fais rien, Alicia. Ne te mets pas en danger pour moi. Et qu'est-ce que tu vas faire des enfants? Demanda Alicia, assise au sol, sans lever les yeux, tout en ramassant les débris. Sandro et Yasmine échangèrent un regard à la fois entendus et cruel. Ah, c'est salaud, dit Sandro en prenant une gorgée de champagne. J'ai un contact près de la frontière. Un orphelinat, disons, non officiel. Il paie bien les enfants blonds et en bonne santé. On règle le problème et il nous reste même de l'argent pour la lune de miel. Le cœur d'Hector s'arrêta un instant. Puis il s'est mis à les frapper avec la force d'un marteau-piqueur. Ils allaient vendre leurs enfants. Ce n'était plus seulement une question d'argent. C'étaient des monstres. La fureur qu'elle ressentait était si intense que ses doigts s'enfoncèrent dans ses paumes jusqu'à saigner sous la couverture. Alicia se leva d'un bond, un éclat de poterie pointu encore à la main. Jamais de la vie, hurla-t-elle, oubliant complètement son rôle de servante. Vous ne toucherez pas à ces enfants. Ils appartiennent à monsieur Hector. Sandro rit comme s'il regardait un chihuahua aboyer sur un loup. Comme c'est mignon. Tu crois pouvoir nous arrêter? Il jeta un coup d'œil à sa montre. Le notaire sera là dans 10 minutes. Après la signature, nous nous occuperons de vous et des enfants. Yasmine, appelle la sécurité pour qu'elle gare la voiture devant la porte. Nous ferons le ménage ce soir. Hector ferma les yeux. 10 minutes. Il avait 10 minutes pour se préparer. Il me fallait la présence du notaire. Il fallait que le crime soit pris sur le fait, avec des témoins légaux, pour les envoyer en prison à vie. Alicia, appela doucement Hector. Allez-vous-en. Emmenez les enfants dans leur chambre. Fermez la porte à clé. Mais, monsieur. Alicia le regarda désespérément. Faites ce que je vous dis, ordonna-t-il en insistant sur les mots, cherchant à faire passer un message par son regard. Faites-moi confiance. Alicia soutint son regard pendant quelques secondes. Elle comprit qu'il y avait un plan, ou du moins un appel désespéré. Elle hocha la tête, ravalant ses larmes, et quitta presque la pièce en courant. Yasmine rit. Tu vois, Hector. Même ton fidèle petit chien sait quand il est perdu. Alicia descendit les escaliers, le cœur battant la chamade. Elle ne se dirigea pas directement vers la chambre des enfants. Elle savait que verrouiller la porte n'arrêterait pas 2 hommes comme Sandro et les agents de sécurité corrompus. Elle avait besoin de gagner du temps, elle avait besoin de faire quelque chose. Elle est allée dans la cuisine. Son territoire. Là, au milieu des casseroles, des poêles et des couteaux, elle se sentait un peu plus en sécurité. Mais ses mains continuaient de trembler. Ils vont vendre les enfants. Cette phrase résonna dans sa tête comme une alarme incendie. Elle jeta un coup d'œil au bloc de couteau de chef, posé sur le plan de travail en granit. En serait-elle capable? Non, elle n'était pas violente. Mais pour Victor et Pedro, pour ces garçons qu'il appelait « maman » en cachette, elle pouvait se transformer en lionne. Soudain, elle entendit des pas lourds dans le couloir. C'était Yasmine. Elle était venue chercher des glaçons pour le champagne, fredonnant un air joyeux, totalement insensible à la douleur qu'elle infligeait. Alicia essuya ses larmes du revers de la main et s'installa au milieu de la cuisine, bloquant le passage vers le réfrigérateur. Yasmine entra, un verre vide à la main, et s'arrêta net en voyant la bonne, plantée là, le regard fixe et défiant. « Qu'est-ce que tu fais planter là comme un épouvantail? Dégage. J'ai besoin de glace. » Non, répondit Alicia. Sa voix sonnait étrange. Grave, empreinte d'une autorité qu'il n'avait jamais employée auparavant. Yasmine cligna des yeux, surprise. « Excusez-moi, qu'avez-vous dit? » J'ai dit non. Alicia s'avança. « Je ne vais pas l'ignorer. Je ne vous laisserai pas continuer à vous réjouir du malheur de monsieur Hector. Vous êtes une femme perverse, madame Yasmine. Dieu vous observe. » Yasmine laissa échapper un rire incrédule, jetant le verre sur l'îlot de cuisine avec un bruit sourd. « Mon Dieu! Tu me parles de Dieu? » demanda-t-elle en s'approchant dangereusement d'Alicia. « Dieu n'a rien à faire dans ce chaos, ma chérie. Ici, l'argent est roi. Et l'argent sera à moi. Alors écartez-vous de mon chemin avant de regretter d'être né. Je ne pars pas. Et je ne vous laisserai pas emmener les enfants. J'appelle la police immédiatement. » Alicia fouilla dans son tablier pour prendre son vieux portable. Ce fut une erreur. Yasmine, avec des réflexes fulgurants alimentés par l'adrénaline et la malice, lui arracha le téléphone des mains d'une gifle et le projeta violemment contre le mur d'en face. L'appareil s'est brisé. Personne ne va appeler personne, a crié Yasmine. Puis elle a levé la main et a giflé violemment Alicia.
Le bruit de la peau contre la peau résonna dans la cuisine vide comme un coup de feu. Sous le choc, la tête d'Alicia tourna et sa joue se mit aussitôt à brûler, devenant rouge. Alicia porta la main à son visage, retenant ses larmes. Mais elle ne bougea pas d'un pouce. « Frappe-moi si tu veux », dit Alicia en regardant Yasmine avec une dignité inébranlable. « Tue-moi si tu veux, mais je ne te laisserai pas faire de mal à cette famille. Cette femme ne sait pas ce qu'est l'amour. Elle est vide à l'intérieur. » Yasmine leva la main pour la frapper à nouveau, aveuglée par la rage d'être défiée par celle qu'elle considérait comme inférieure. Mais avant qu'elle puisse frapper une seconde fois, la sonnette de la porte principale interrompit la violence. « Notaire », dit Yasmine en baissant la main et en retrouvant son calme. Il a été sauvé par la sonnette, servante. Mais elle ne pense pas que cela restera ainsi. Elle arrangea ses cheveux et quitta la cuisine, donnant un coup d'épaule à Alicia au passage. « Monte tout de suite », ordonna-t-elle sans se retourner. « Tu seras témoin, que ça te plaise ou non. Et si tu dis quoi que ce soit qui ne soit pas prévu, les jumeaux en subiront les conséquences. » Alicia resta un instant seule dans la cuisine, le souffle court. Elle avait mal à la joue, mais son âme souffrait encore plus. Elle fixa le plafond, comme si elle pouvait voir Hector allongé dans son lit à travers les murs. Là-haut, dans la chambre parentale, Hector avait tout entendu. Elle avait activé le babyphone qu'Alicia utilisait habituellement pour surveiller les jumeaux et qu'elle avait, par inadvertance, laissé allumer dans la cuisine. Elle a entendu la dispute. Elle a entendu la gifle. Il entendit la menace. Hector était assis au bord du lit. Ses jambes fortes et fonctionnelles étaient fermement ancrées au sol. Ses poings étaient blancs de tension. Elle s'est effondrée. Elle a murmuré pour elle-même. Il l'a frappée parce qu'elle me défendait. C'en était trop. Le plan initial était d'attendre que Yasmine signe la déclaration de fraude pour avoir une preuve légale définitive. Mais c'en était trop. Ils avaient touché à Alicia. Ils avaient menacé ses enfants. La porte de la chambre s'ouvrit. Sandro entra le premier, suivi d'un homme petit, chauve et transpirant, portant une mallette. Le notaire corrompu, le docteur Braga. Derrière elles arriva Yasmine, un sourire triomphant aux lèvres. Enfin, Alicia, la joue rouge et enflée, marchait comme une condamnée. Hector reprit aussitôt sa position d'infirme, se penchant en arrière et se couvrant les jambes. « Nous y voilà », annonça Sandro en se frottant les mains. « Docteur, allez-y, faisons vite. Nous avons une réservation pour dîner, et le malade a besoin de son sommeil réparateur. » Le notaire s'approcha du lit, sortant des documents remplis de jargon juridique et une plume en or. Il ne jeta même pas un regard à Hector. « Monsieur Tonali, » dit le notaire d'une voix monotone, « je vous prie de signer ici, ici et ici. Il s'agit d'un transfert complet des droits et des biens en faveur de votre épouse, Yasmine de Tonali, en raison de son incapacité physique et mentale permanente. Je n'arrive pas à bouger correctement la main, dit Hector, gagnant ainsi les dernières secondes. J'aurais aimé que tout le monde soit là. Je voulais voir leur visage. Ne t'inquiète pas, ma chère, dit Yasmine en s'approchant avec une douceur venimeuse. Je vais vous aider. Elle saisit la main d'Hector, la main qui avait bâti des gratte-ciel, et lui glissa le stylo entre les doigts. Puis elle commença à appuyer sa main contre le papier. Signe, Hector. Signe et c'est fini, murmura Alicia dans un coin de la pièce. Ne faites pas ça, monsieur. Taisez-vous, cria Sandro. La pointe du stylo effleura le papier. Hector sentit la pression de la main de Yasmine sur la sienne. Il sentit la présence repoussante de Sandro à ses côtés. Il sentit la peur d'Alicia. Puis il sourit. Un sourire discret, presque imperceptible, mais glacial. Un sourire qui n'appartenait pas à un homme vaincu. Tu as raison, Yasmine, dit Hector de sa voix naturelle, puissante et grave, abandonnant le ton rauque d'un malade. Tout se termine ici. Yasmine se figea. Sandro fronça les sourcils. La notaire retint son souffle. La main d'Hector, qu'on croyait atrophiée, se referma sur le poignet de Yasmine avec une force écrasante. « Lâche-moi. »« Tu me fais mal » hurla Yasmine en retirant son bras désespérément. Hector ouvrit brusquement la main et la relâcha, comme si sa peau brûlait. Yasmine chancela en arrière et tomba sur les genoux de Sandro, se frottant le poignet où les marques rouges des doigts de son mari commençaient déjà à apparaître. « Tu es fou » hurla-t-elle, les yeux écarquillés. « Tu as vu ça ? Ça m'a presque cassé un os. C'est une bête. C'est dangereux. » Le notaire, docteur Braga, essuya la sueur de son front d'un mouchoir tremblant. « Madame Tonali, si vous refusez de signer et que vous faites preuve d'agressivité, peut-être devrions-nous reporter cela. »
La loi est claire sur la coercition. Avec la loi, interrompit Sandro en se levant et en ajustant sa veste. On n'a pas besoin de signature si on déclare qu'il représente un danger pour lui-même et pour autrui. Yasmine a appelé la sécurité. Notre patience a des limites. S'il ne signe pas correctement, on le jette dehors comme un déchet. Sécurité, cria Yasmine dans l'interphone mural. Montez tous dans la chambre principale, immédiatement. Quelques secondes plus tard, 4 hommes costauds en uniforme entrèrent dans la pièce. En tête se trouvait le chef de la sécurité, Rodriguez, un homme que Héctor considérait comme loyal. « Monsieur, que s'est-il passé ?» demanda Rodriguez, l'air perplexe. Yasmine désigna Héctor du doigt. « Rodriguez, faites sortir cet homme de chez moi. Il est devenu violent, m'a agressé et a emmené la bonne et les enfants dans la rue. » Rodriguez cligna des yeux, incrédule. Il regarda Héctor. « Mais, madame, c'est monsieur Héctor. C'est sa maison. Il pleut des cordes dehors. Ce n'est plus sa maison. » Sandro intervint, s'approchant de Rodriguez et lui fourrant une liasse de billets dans la poche de sa chemise. « À partir de demain, je suis le nouvel administrateur. Si vous voulez garder votre poste, faites ce que je vous dis. Enlève-les tout de suite, sinon tu te retrouveras à la rue toi aussi. » Rodriguez hésita. Il regarda l'argent. Il regarda Héctor, étendu à plat ventre sur le lit. La cupidité et la peur brillaient dans ses yeux. Il baissa les yeux. « Je suis désolé, monsieur Héctor, » murmura Rodriguez. « J'ai une famille à nourrir. » Héctor hocha légèrement la tête, avec une déception plus profonde que sa paralysie feinte. « Ne t'inquiète pas, Rodriguez. Fais ce que tu as à faire. Mais souviens-toi bien de ce moment. » Ce qui suivit fut une scène d'une cruauté absolue. Les gardes de sécurité, évitant le regard de leur ancien patron, le soulevèrent brutalement du lit. Héctor laissa le corps sans opposer la moindre résistance. Ils les installèrent dans un vieux fauteuil roulant rouillé qu'ils avaient sorti du débarras. Alicia courut vers lui, essayant de le recouvrir d'une couverture. « Ayez pitié !» s'écria-t-elle, tandis que Yasmine riait. « Cette couverture vient du Cachemire. »« Laissez-la là » ordonna Yasmine. « Ne prenez rien de valeur. » Alicia, les larmes aux yeux, ôta son manteau de l'embarrata et le posa sur les épaules d'Héctor. Puis elle prit Pedro dans ses bras et tint la main d'Héctor. « Allez-y, monsieur. »« Je suis là, » murmura-t-elle, la voix brisée. Le cortège descendit l'escalier principal. Yasmine et Sandro les suivirent depuis le balcon, coupe à la main, savourant le spectacle comme des empereurs romains regardant des chrétiens jetés au lion. Arrivé devant la porte principale, Rodriguez l'ouvrit. Le grondement de l'orage envahit la pièce. Le vent hurlait et la pluie tombait comme des rideaux de glace. Une pluie d'été typique de Sao Paulo, de celle qui tombe soudainement et sans prévenir. « Sortez !» cria Yasmine d'en haut. « Et ne vous approchez plus de ma propriété, sinon j'appelle la police pour intrusion. » Rodriguez poussa le fauteuil roulant au bas de la rampe d'accès et les laissa là, sous une pluie torrentielle. « Pardonnez-moi, patron, » dit Rodriguez avant de rentrer en courant et de refermer la lourde porte en chêne. Le claquement de la porte résonna comme un dernier coup de feu. Ils étaient seuls. Seuls quelques éclairs troublaient l'obscurité de la nuit. Héctor, assis dans le vieux fauteuil, sentit l'eau glacée tremper ses vêtements en quelques secondes. Les jumeaux se mirent à pleurer à chaudes larmes, terrifiés par le tonnerre et le froid, mais soudain, il sentit des bras l'enlacer. Ce n'étaient pas les bras de la défaite. C'étaient les bras d'Alicia. Elle n'a pas cherché à se mettre à l'abri. La première chose qu'elle fit fut de les serrer dans ses bras, lui et les enfants, formant de son corps fragile un rempart contre la pluie. « Ne vous inquiétez pas, monsieur Héctor, » cria-t-elle pour se faire entendre malgré le vent. « Je ne vous laisserai pas tomber malade. »« Allons-y. Il y a un arrêt de bus en bas de la colline. Nous nous y réfugierons. » Alicia se plaça derrière le fauteuil roulant. Ses chaussures glissèrent sur l'asphalte mouillé. Les roues du vieux fauteuil étaient bloquées, mais elle poussa quand même. Il poussa avec une force née d'un amour pur, non pas pour le millionnaire, mais pour l'être humain. Ses muscles se contractèrent. Ses pieds saignaient dans ses chaussures bon marché. Mais elle ne s'arrêta pas. Héctor, la tête baissée pour se protéger de l'eau, ressentit une émotion qu'il n'avait jamais éprouvée malgré sa fortune. Il était sauvé. Ils furent véritablement sauvés. Ils arrivèrent à la petite structure en béton de l'arrêt de bus. Elle était sale et couverte de graffitis, mais le toit les protégeait de la pluie directe. Alicia freina la chaise et se dépêcha d'asseoir les enfants sur le banc en béton, sortant de sa poche quelques chocolats. « Regardez, mes chéris, c'est une aventure, »
dit-elle aux jumeaux en essuyant leur petit visage de ses mains froides. Mangez ça. Tout va bien. Papa est là. Je suis là. Puis elle se tourna vers Hector, s'agenouilla sur le sol boueux devant lui et prit ses mains froides dans les siennes pour les réchauffer. Monsieur, dit-elle en le regardant, le mascara coulé par la pluie, mais avec un regard d'acier, je dois vous dire quelque chose que j'aurais dû vous dire plus tôt. Hector la regarda. L'heure de vérité avait sonné, mais il ne prendrait pas la parole le premier. Le bruit de la pluie frappant le toit en tôle créait une bulle insonorisée. Le monde du luxe, des trahisons et des mensonges était resté derrière lui, là-haut sur la colline, à l'intérieur du manoir illuminé. Ici, dans l'obscurité et le froid, seule la vérité existait. Monsieur, dit Alicia en prenant une profonde inspiration, je sais que vous n'êtes pas paralysé. Le monde d'Hector s'arrêta un instant. Le tonnerre qui grondait au loin semblait insignifiant comparé à cet aveu. Quoi? Demanda-t-il, sincèrement surpris. J'avais dupé les meilleurs médecins avec des pots de vin. Il avait trompé sa femme, ses associés. Comment aurait-elle pu le savoir? Je le sais depuis 3 jours, poursuivit Alicia d'une voix rapide, comme si elle avait besoin de se libérer de ce secret. La nuit de ton retour de l'hôpital, je suis entrée dans ta chambre pour faire le ménage, pensant que tu dormais. Je t'ai vu bouger les jambes, je t'ai vu t'étirer. Au début, j'ai été surprise, j'ai cru à un miracle, mais ensuite je t'ai vu regarder une photo de Madame Yasmine avec une expression triste et calculatrice. Alicia lui serra les mains plus fort. J'ai compris que tu la testais, que tu cherchais quelque chose que l'argent ne peut acheter, la vérité. C'est pourquoi je n'ai rien dit. C'est pour ça que j'ai fait semblant de la croire quand elle m'a insulté. C'est pour ça que j'ai jeté le faux médicament qu'il a craché dans la serviette quand il pensait que personne ne le regardait. Je l'ai jeté pour qu'elle ne le trouve pas. Hector garda le silence. Il ressentit une oppression à la poitrine, mais cette fois, c'était de la pure gratitude. Pendant tout ce temps, il avait cru être seul dans la tranchée, à observer l'ennemi. Mais il ne l'était pas. Il avait un allié dans l'ombre, un ange gardien aux gants jaunes. Pourquoi? Demanda Hector, la voix rauque d'émotion. Pourquoi ne m'as-tu pas dénoncé? Yasmine t'aurait donné une fortune pour ça. Elle aurait pu partir, aider sa mère. Alicia secoua la tête. Un sourire triste, mais digne, apparut sur ses lèvres. L'argent issu de la trahison est un argent maudit, monsieur. Il disparaît vite et laisse l'âme souillée. Il s'arrêta, le regard fixé sur le banc de béton où les jumeaux mangeaient leur chocolat, indifférents au drame des adultes. Et c'est pour eux? Pour les enfants? Alicia fouilla dans ses vêtements et en sortit une enveloppe plastique scellée qu'elle avait gardée contre sa peau pour la protéger de la pluie. 1 mois avant son accident, Madame Yasmine était au téléphone. Elle était ivre. Elle laissa tomber le colis. Alicia lui tendit l'enveloppe. Elle contenait les résultats d'un test ADN qu'elle avait passé en secret. Hector ramassa l'enveloppe de main, qui ne feignait plus la faiblesse. Il l'ouvrit sous la faible lumière du lampadaire. C'était un document officiel provenant d'un laboratoire de génétique. Résultat du test de paternité, non applicable. Mère, Yasmine Tonali. Père inconnu. Hector fronça les sourcils, perplexe. Je ne comprends pas, Alicia. Victor et Pedro sont mes fils biologiques. Ma première femme est morte en couche, mais je sais qu'ils sont les miens. Continuez à lire, monsieur, dit doucement Alicia. Hector tourna la page. Il y avait un autre document. Un examen de maternité. Résultat du test de maternité. Exclu. Hector leva les yeux, stupéfait. Ces papiers n'appartiennent pas à Victor et Pedro, monsieur, expliqua Alicia. Ils datent d'une grossesse que Madame Yasmine a eue il y a 2 ans, juste au moment de la naissance des jumeaux. Elle vous a dit avoir perdu le bébé, mais ce n'est pas vrai. Alicia prit une profonde inspiration. Le bébé était né. Mais il n'était pas de cet homme. Il appartenait à Sandro. Elle a illégalement fait adopter l'enfant pour que tu ne découvres jamais son infidélité. Hector eut la nausée. Yasmine n'était pas seulement ambitieuse. C'était un monstre. Elle avait abandonné son propre fils pour conserver son statut d'épouse de millionnaire. J'ai gardé ça parce que je savais qu'un jour elle essaierait de te faire du mal, à toi ou aux enfants, a dit Alicia. Elle déteste Victor et Pedro parce qu'ils lui rappellent qu'elle est mère. Mais une mère qui a abandonné son enfant. Ils sont la preuve vivante de son échec moral. Monsieur, elle ne vous a jamais aimé. Jamais. Hector glissa les papiers dans la poche intérieure de sa veste. Il regarda la femme devant lui. Une femme qui ne possédait rien, mais qui venait de lui offrir l'arme la plus puissante au monde. La vérité. Hector se pencha en avant. Pour la première fois depuis des mois,
Ses yeux brillèrent de la même flamme que ceux de Tonali le requin, l'homme qui dominait le secteur. Mais cette fois, la colère était tempérée par une infinie tendresse. « Alicia, dit-il en levant la main pour toucher sa joue rouge et gonflée, lève-toi. » Elle obéit, confuse. Héctor retira la couverture de ses jambes, posa les pieds à terre, s'agrippa au bord du fauteuil roulant, et d'un mouvement fluide et puissant, se redressa. Sa stature imposante semblait remplir le petit arrêt de bus. Alicia porta ses mains à sa bouche, même si elle savait déjà qu'il en était capable. Le voir debout, grand, fort, imposant, c'était différent. « La partie est finie, dit Héctor. J'ai obtenu ce qu'il me fallait. Je sais qui est mon ennemi. » Et surtout, elle la regarda avec une intensité qui ne laissait aucun doute. « Je sais qui est mon compagnon. » Héctor ôta sa veste, sèche à l'intérieur, et la posa sur les épaules d'Alicia. « Monsieur, que comptez-vous faire » demanda-t-elle en tremblant. « Nous rentrons, » répondit-il en levant les yeux vers le sommet de la colline, où le manoir se dressait tel un sombre château. « Et je vais faire le ménage. » Mais avant qu'il n'ait pu faire un pas, des phares ont fendu l'obscurité. Une voiture de sport noir a dévalé la colline à toute vitesse et s'est arrêtée en crissant des pneus devant l'arrêt de bus. La vitre s'est baissée. C'était Sandro. Et à côté de lui, Yasmine, avec un sourire fou. « Regarde ça !» s'écria Yasmine, sans remarquer qu'Héctor était debout, car il s'était assis aussitôt en voyant les lumières. Quel spectacle pitoyable! On dirait des rats noyés. Sandro rit. Nous sommes venus parce que le notaire dit qu'après réflexion, il lui faut une empreinte digitale, même en présence de témoins, pour valider la déclaration d'incapacité d'urgence. Sandro a alors sorti un pistolet de la boîte à gants. Soit vous me donnez votre empreinte digitale, soit je tire sur la bonne ici même et on dira que c'était un vol. Personne n'enquêtera sur la mort de cette pauvre fille. Yasmine sortit de la voiture, le document à la main, se protégeant de la pluie avec un parapluie de marque. Dernière chance, Héctor. Signé ou elle meurt. Alicia s'interposa entre le fusil et Héctor, croisant les bras. Non, hurla-t-elle. Ne le touchez pas. Héctor, assis dans son fauteuil, sentit la colère monter en lui. Ce n'était plus une partie d'échecs. C'était la guerre, et il venait de commettre l'erreur fatale de menacer la seule chose qui comptait pour lui. La pluie s'abattait avec une violence inouïe sur le toit en tôle de l'abribus. « Dégage, abruti !» hurla Sandro, les yeux injectés de sang par l'alcool. « J'ai pas la patience de jouer les héros. Si tu ne bouges pas dans 3 secondes, je te jure que je te loge une balle dans la tête. » Héctor, assis dans son fauteuil roulant, sentit son instinct se contracter et chaque muscle de son corps se tendre. Il calcula la distance. 2 mètres. S'il sautait maintenant, Sandro pourrait tirer par réflexe. La balle pourrait atteindre Alicia, ou pire, l'un des jumeaux qui pleurait de terreur sur le banc en ciment derrière elle. Elle devait attendre l'erreur. « Ne faites pas ça !» supplia Alice, la voix étranglée par les larmes, sans bouger d'un pouce. Ses bras restaient tendus, formant une croix humaine entre l'arme et Héctor. « Il signera. Mais posez l'arme, s'il vous plaît. Il y a des enfants ici. » Yasmine, abritée sous le parapluie, s'approcha d'Héctor, profitant de l'immobilité d'Alicia, blessée par le pistolet de Sandro. « Écoute ta servante, mon cher, » murmura-t-elle à l'oreille d'Héctor en lui saisissant violemment la main gauche. « Elle est plus intelligente que toi. Maintenant, donne-moi ce doigt. » Yasmine sortit un tampon encreur de la poche de son manteau. La pluie menaçait de tout gâcher, alors elle se pencha et recouvrit le papier de son propre corps. « Sandro, stabilise ton arme. » Héctor laissa retomber sa main, inerte. Il avait besoin qu'il lui fasse confiance, qu'il croie à sa défaite. Yasmine pressa le pouce d'Héctor contre l'encre noire, puis, d'un geste brusque, la posa sur le document posé sur le classeur rigide. « C'est fait !» s'écria-t-elle triomphalement en soulevant la feuille pour vérifier l'impression à la faible lumière du lampadaire. « Parfait. Tout est à moi. Tout est à nous, Sandro. » Mais dans ce moment d'inattention, tandis que Yasmine célébrait la victoire et que Sandro baissait son arme de quelques centimètres pour regarder le papier, Alicia y vit une opportunité. Elle n'était pas une combattante. Elle ne connaissait pas les arts martiaux, mais elle était une mère de cœur, et une mère défend. Alicia s'accroupit rapidement, ramassa une poignée de gravier et de boue et la jeta de toutes ses forces au visage de Sandro. « À toi !» hurla Sandro, laissant tomber l'arme un instant pour se couvrir les yeux de ses mains, aveuglé par la saleté et la douleur. Le pistolet tomba sur l'asphalte mouillé et glissa vers la rue. « L'arme ! Attrape l'arme, Yasmine !» cria Sandro en trébuchant. Yasmine, agissant par pur instinct de survie, laissa tomber le document qui s'envola,
emporté par le vent et la pluie dans l'obscurité, et se jeta sur le pistolet. Mais Alicia fut plus rapide, ou du moins elle essaya. Elle se jeta sur l'asphalte, s'écorchant les genoux, tentant d'atteindre le métal froid avant la femme du millionnaire. Ses doigts effleurèrent la poignée. « Non !» hurla Yasmine. Furieuse d'avoir perdu le document, Yasmine asséna un coup de pied brutal dans les côtes d'Alicia. Le bruit sourd de l'impact fit fermer les yeux à Héctor un instant, ressentant sa douleur comme la sienne. Alicia laissa échapper un gémissement aigu et se roula par terre, à bout de souffle, incapable d'atteindre l'arme. Yasmine ramassa le pistolet, se releva en tremblant, trempée, le maquillage coulé, révélant un clown diabolique. Ses mains tremblaient d'adrénaline et de froid, ce qui la rendait encore plus dangereuse. « C'est fini !» cria Yasmine en désignant indistinctement Alicia et Héctor. « Ils m'ont ruiné. J'ai perdu le rôle. Maintenant, je dois tous vous tuer et dire que c'était un braquage qui a mal tourné. » Sandro, s'essuyant les yeux avec sa manche, retrouva sa vision trouble et courut vers Yasmine. « Donne-le-moi. » Il lui arracha le pistolet des mains. « Tu n'as pas le courage. »« Moi si. » Sandro s'avança vers Héctor. Le canon du fusil luisait sous la lumière. Il était à 1 mètre, la distance idéale. Mais Sandro ne le pointa pas sur Héctor. Il désigna le banc en ciment. « Les jumeaux. Si le père souffre, il signera plus vite, » dit Sandro avec un sourire sadique. « Voyons voir ce qui se passe si je poignarde l'un des blonds. » Les pleurs de Victor et Peter s'étaient mués en un cri déchirant, une supplique enfantine qui perçait la tempête. Voyant l'homme maléfique pointer cette chose noire sur eux, les garçons se serrèrent l'un contre l'autre, tremblant de terreur. Alicia, à terre, tenta de se relever. Elle se tenait le côté où Yasmine l'avait frappée, crachant de l'eau et de la douleur. « Non, pas elle. Tuez-moi !» hurla-t-elle en se traînant dans la boue vers les bottes de Sandro, agrippant sa cheville dans un dernier effort désespéré pour l'arrêter. « Ce sont des bébés, pitié. » Sandro la regarda avec dégoût et la secoua d'un coup de pied sec à l'épaule, la faisant retomber à la renverse. « Dégage, sale bête !» Sandro leva de nouveau son arme et la pointa droit sur la tête de Victor. « Héctor, je vais compter jusqu'à 3. Si vous me promettez pas une vidéo qui nous donne tout demain, je vais tirer. » 1. Le monde sembla ralentir pour Héctor. Il pouvait voir les gouttes de pluie tomber au ralenti. Elle pouvait lire la terreur dans les yeux de ses enfants. Elle pouvait lire le désespoir et l'amour inconditionnel sur le visage d'Alicia, jetée dans la boue, prête à mourir pour des enfants qui n'étaient pas les siens. Et elle pouvait voir l'arrogance stupide de Sandro et Yasmine. Ils se croyaient maîtres de la situation grâce à leur arme, mais ils avaient oublié une chose essentielle. Une arme n'est dangereuse que si celui qui la tient est plus rapide que la colère d'un père. 2. Dit Sandro en appuyant sur la détente. Lâchez mon fils, Sandro. La voix n'était pas celle d'un malade. Pas de toux, pas de faiblesse, pas de tremblement. C'était un ordre, un commandement grave et retentissant, empreint d'une telle autorité qu'il semblait fendre la pluie elle-même. Sandro s'arrêta. Le ton de la voix était si inattendu, si discordant avec l'image de l'invalide, qu'il lui fallut un instant pour comprendre. Perplexe, il abaissa son arme de quelques centimètres et regarda Héctor. Et alors Yasmine vit. Elle vit les muscles des jambes d'Héctor se contracter sous le tissu humide de son pantalon. Elle reconnut cette voix. C'était la voix qu'Héctor employait lors des réunions du conseil d'administration avant de ruiner une entreprise concurrente. C'était la voix du requin. J'ai dit. Héctor releva lentement la tête. L'eau ruisselait sur son visage, effaçant toute façade de faiblesse et révélant des yeux brûlants d'une flamme mortelle. Et si tu pointes encore cette arme sur mes enfants, je t'arracherai le bras et je te frapperai avec jusqu'à ce que tu rendes l'âme. Le silence qui suivit fut d'une gravité insoutenable. On n'entendait que le vent. Sandro laissa échapper un rire nerveux, tentant de se reprendre. Waouh, quelle frayeur! La plante a appris à aboyer. Avec quoi vas-tu me frapper? Tes jambes mortes? Sandro leva de nouveau son arme, la pointant cette fois sur le visage d'Héctor. Tais-toi et meurs dignement, misérable. Héctor, murmura Yasmine en reculant d'un pas. Elle avait vu quelque chose. Au revoir, Héctor, dit Sandro. Mais avant qu'il ne puisse tirer, l'impossible se produisit. Héctor ne tenta pas de rouler avec la chaise. Héctor ne se protégea pas. Héctor explosa vers le haut. Le mouvement était si rapide, si puissant et si violent qu'il semblait relever de l'effet spécial. Sous l'effet de l'élan, le fauteuil roulant fut projeté en arrière. Héctor se releva en une fraction de seconde, comblant la distance qui le séparait de Sandro à la vitesse de l'éclair. Quoi? Fut tout ce que Sandro parvint à articuler.
La main droite d'Hector agrippa le canon, le déviant vers le haut au moment précis du tir. Bang! Le coup de feu brisa le lampadaire, plongeant la scène dans une pénombre éclairée seulement par les éclairs. Mais l'action ne s'arrêta pas là. De la main gauche, Hector saisit Sandro à la gorge. Le choc fut brutal. Hector souleva Sandro, un homme de 80 kilos, du sol comme une poupée de chiffon, les pieds ballants, tandis qu'il suffoquait. Yasmine hurla d'horreur en voyant l'homme paralysé se transformer en une fureur titanesque. Alicia, à terre, se couvrit la bouche de ses mains, pleurant, mais cette fois de soulagement. Hector serra la gorge de Sandro, le fixant droit dans les yeux, tandis que l'autre se débattait en vain et laissa tomber son arme, qui s'écrasa sur l'asphalte dans un bruit métallique. « Je te l'avais dit » grogna Hector en approchant son visage de celui de Sandro, « de ne pas toucher à ma famille. » D'un geste brusque, Hector projeta Sandro contre la structure en béton de l'abribus. Le coup fut violent et sec. Sandro s'effondra au sol en gémissant, incapable de se relever, complètement paralysé par la douleur et le choc. Hector se tenait là, au milieu de la tempête, grand, puissant, implacable. Il se tourna lentement vers Yasmine. Elle était paralysée, tremblante de tous ses membres, l'eau ruisselant sur sa robe de créateur déchirée. Elle fixait les jambes d'Hector comme si elle voyait un fantôme. « Tu peux marcher » balbutia Yasmine en reculant jusqu'à heurter la voiture de sport. « Tu m'as menti » dit Hector en faisant un pas vers elle, un pas ferme, assuré, lourd, puis un autre. « J'ai menti » répéta-t-il d'un calme terrifiant. « Tu m'as trahi. Tu as vendu ton propre fils. Tu as essayé de me voler » elle désigna Alicia du doigt. « Et tu as battu la seule femme qui compte dans cette ville. » Hector rejoignit Yasmine, qui s'effondra à genoux en sanglotant. Non par regret, mais par terreur à la vue de sa vie de luxe qui venait de s'achever. « Hector, mon amour, attends, je peux t'expliquer. Sandro m'a forcé. Je t'aime. » Yasmine commença à supplier en rampant vers lui. Hector la regarda avec l'indifférence de quelqu'un qui fixe un insecte, mais avant de répondre, il se détourna. Sa priorité n'était pas la vengeance. C'était l'attitude. Il s'approcha d'Alicia, s'agenouilla dans la boue sans se soucier de son costume, et l'aida à s'asseoir. « Ça va » demanda-t-il, sa voix retrouvant son ton doux et humain. Alicia sentit ses larmes et toucha son bras pour s'assurer qu'elles étaient réelles. « Monsieur, vous avez marché. Vous nous avez sauvés. »« Non, Alicia, » dit Hector en essuyant une larme de son œil avec son pouce. « Vous nous avez sauvés. Maintenant, laissez-moi terminer ça. » Hector se releva et sortit son téléphone portable de sa poche, miraculeusement sec. Il composa un numéro. « Officier, ici Hector Tonali. Oui. La rumeur concernant ma paralysie était exagérée. J'ai besoin de véhicules de police sur place. 2 de mes agresseurs sont en garde à vue pour tentative de meurtre, escroquerie et maltraitance d'enfants. Et appelez une ambulance. » Il raccrocha et regarda Yasmine et Sandro, qui gémissaient sur le sol. « Commencez à prier, » dit Hector. « Parce que la prison sera un paradis comparé à ce que mes avocats vous feront subir. » Les sirènes hurlaient au loin, approchant comme une meute de loups affamés par l'orage. Pour Yasmine et Sandro, c'était l'annonce de la fin. Pour Alicia, leur voix résonnait comme un chœur céleste. Ils montèrent tous dans l'ambulance. Hector, Alicia et les jumeaux, en direction de l'hôpital syro-libanais. Tandis que le véhicule s'éloignait, fuyant la pluie et l'obscurité, Hector regarda Alicia. Elle était pâle et couverte de bleu, mais elle sourit en voyant les enfants sains et saufs. « Alicia, » dit Hector tandis que le médecin lui bandait le torse, « repose-toi maintenant. Demain, quand nous partirons d'ici, tu rentreras à la maison par la porte d'entrée. Pas en tant que domestique, en tant que propriétaire. » Alicia le regarda, confuse et émue. « Monsieur, je ne veux rien posséder. Je veux juste que toi et les garçons soyez en bonne santé. » « C'est précisément pour ça, » répondit-il, « parce que tu es la seule à ne rien vouloir. C'est toi qui mérites tout. » Le lendemain matin, le ciel d'un jade éclatant se leva, comme si la tempête de la nuit précédente avait lavé la ville de toute perversité. Mais à l'intérieur du manoir d'Alphaville, l'atmosphère était funèbre. Rodriguez, le chef de la sécurité, arpentait nerveusement le vestibule de marbre. J'avais essayé d'appeler Yasmine et Sandro toute la nuit, mais personne n'a répondu. Des rumeurs circulaient selon lesquelles la police était sur les routes, mais rien n'était confirmé. Ils ont dû aller fêter ça et éteindre leur portable, a dit l'un des jeunes agents de sécurité, en essayant de calmer la situation. Le patron, l'ancien patron, l'invalide, est sûrement mort de froid ou se trouve dans un refuge.
Nous avons déjà fait ce qu'ils nous ont demandé. Ils nous donneront la prime et c'est tout. À ce moment-là, le grand portail en fer de l'entrée principale s'ouvrit lentement. La voiture de sport de Sandro n'entra pas. À sa place, une limousine blindée noire fit son entrée, suivie de 2 voitures de police. Rodriguez sentit une boule dans son estomac. La voiture s'arrêta devant l'escalier. Le chauffeur courut ouvrir la portière arrière. Les enfants descendirent les premiers, courant et riant, des vêtements et des jouets neufs à la main. Puis Alice descendit. Elle ne portait plus son uniforme de bonne. Elle portait une belle robe simple, couleur crème, qu'Hector avait fait apporter à l'hôpital. Malgré la difficulté qu'elle avait à marcher à cause des bandages sur ses côtes, elle gardait la tête haute. Et finalement, il descendit. Rodriguez sentit ses jambes trembler. Hector Tonali sortit de la voiture, marchant sans fauteuil roulant ni canne, vêtu d'un costume gris impeccablement coupé et de lunettes noires qui dissimulaient ses yeux, mais pas son expression accusatrice. Hector monta les marches d'un pas assuré. Les gardes de sécurité, ceux-là même qu'il avait portés comme un sac de pommes de terre la veille, reculèrent instinctivement, baissant la tête. « Bonjour, Rodriguez », dit Hector en atteignant la porte et en ôtant ses lunettes. Ses yeux étaient glacés. « Monsieur Tonali », balbutia Rodriguez, blanc comme un linge. « C'est un miracle. Vous pouvez marcher. » Nous étions si inquiets. Madame Yasmine a dit que... Épargnez-moi ce discours, Rodriguez. Hector entra dans le vestibule, tel un roi reprenant son trône. Je sais exactement ce que vous avez fait. Et je sais combien vous l'avez payé. 30 000 réaux. C'était le prix de sa loyauté après 10 ans de service. Hector se dirigea vers le centre du hall, où tout le personnel de maison était réuni. Cuisiniers, jardiniers, femmes de chambre. Tous les regards se tournèrent vers Alicia, qui se tenait aux côtés de son patron, d'égal à égal, et non comme une subordonnée. « Je vous prie d'écouter attentivement », annonça Hector, sa voix résonnant contre les hauts murs. Madame Yasmine et Monsieur Sandro Castillo sont actuellement en détention provisoire, accusés de plusieurs crimes graves. Ils ne sont plus les bienvenus dans cette maison, ni dans aucune de mes entreprises. Quiconque entre en contact avec eux sera considéré comme complice. Un murmure de stupeur parcourut la pièce. Quant à vous, Rodriguez, dit Hector en désignant l'ancien chef de la sécurité et 3 gardes, vous avez 5 minutes pour récupérer vos affaires et quitter ma propriété. Rodriguez se jeta à genoux en pleurant. Monsieur, je vous en prie, j'ai des enfants. Ils m'ont forcé. Ils ont dit que tu étais fou. Tu avais le choix, répéta Hector avec insistance. J'aurais pu me défendre. J'aurais pu appeler la police. J'aurais pu faire ce qu'il fallait. Mais il a choisi l'argent facile. Hector s'approcha de Rodriguez et baissa la voix jusqu'à un murmure menaçant. Tu as laissé mes enfants être jetés dehors sous la pluie à l'aube. Je ne pardonnerai pas cela. Dehors. Les policiers qui étaient entrés ont escorté les gardes hors du manoir. Le silence retomba. Hector se tourna vers le reste de l'équipe, qui tremblait de peur, s'attendant eux aussi à être renvoyés. Vous autres, dit Hector en regardant les cuisiniers qui se moquaient d'Alicia et les femmes de chambre qui la faisaient travailler des doubles quarts. Je sais que beaucoup de gens ici ont maltraité Alicia. Je sais qu'ils se sont moqués d'elle. Je sais qu'ils l'ont insultée en mon absence. Les femmes baissèrent la tête, honteuses. Alicia, dit Hector en se tournant vers elle, c'est à toi de dire la vérité. Elles ont été cruelles envers toi. Si vous voulez qu'ils partent, ils peuvent tous partir immédiatement et j'embaucherai une nouvelle équipe. À vous de décider. Tous les regards se tournèrent vers Alicia. Elle détenait le pouvoir de la vengeance entre ses mains. Elle pouvait rendre l'appareil à chaque insulte, à chaque affront. Alicia regarda les cuisinières, des femmes plus âgées qui avaient besoin de ce travail. Elle observa les jeunes femmes de chambre qui, par peur, suivaient Yasmine. Monsieur Hector, dit doucement Alicia, la peur pousse les gens à faire de mauvaises choses. Elles avaient peur de Madame Yasmine. Ce ne sont pas de mauvaises personnes. Elles sont fragiles. S'ils promettent de traiter tout le monde avec respect désormais, je pense qu'elles méritent une seconde chance. On ne rend pas le mal par le mal. Hector sourit. C'était la réponse qu'il attendait. Et pourtant, l'ampleur de sa noblesse le surprit. Avez-vous entendu la dame ? Demanda Hector. Madame ? Demanda une des femmes de chambre, perplexe. Oui, affirma Hector en prenant la main d'Alicia devant tout le monde. À partir d'aujourd'hui, Alicia n'est plus une employée. Elle est la directrice générale de cette maison et la tutrice légale de mes enfants. Et quiconque vous manque de respect me manque de respect. Compris ? Oui, monsieur. Oui, Madame Alicia, répondirent-ils tous à l'unisson. Parfait. Maintenant, au travail.
Je veux que cette maison soit débarrassée de toute trace de Yasmine avant midi. Brûler ses vêtements. Donner ses chaussures, peu m'importe. Je ne veux voir aucune photo. Alejandro conduisit Alicia et les enfants dans la pièce principale. Ils s'assirent sur l'immense canapé. Hector alluma le grand écran accroché au mur. Il y a autre chose que tu dois voir, Alicia. Pendant que nous étions à l'hôpital, mon équipe de sécurité numérique a récupéré ceci grâce aux caméras cachées du bureau de Sandro. Une vidéo granuleuse est apparue à l'écran. Il y a quelques semaines, on a vu Yasmine et Sandro trinquer. Quand l'idiot signera, on l'enverra en maison de retraite et on vendra les jumeaux, a déclaré Yasmine à l'écran. J'ai déjà parlé à l'acheteur près de la frontière. Elles paient 50 000 pour chacune. Elles sont blondes. Elles ont beaucoup d'argent. Alicia porta ses mains à sa bouche, horrifiée. Mon Dieu, c'était vrai. Tout était vrai. Oui, dit Hector en éteignant l'écran. Mais il y a autre chose que tu ignores. Quelque chose que j'ai découvert ce matin en consultant les dossiers de Yasmine pendant que tu dormais. Hector sortit un dossier. Alicia, tu m'as dit que tu t'occupais des jumeaux parce que tu les aimais. Mais tu ne m'as jamais dit pourquoi tu es venue travailler dans cette maison il y a 2 ans, juste après avoir perdu ta propre fille. Alicia se raidit. Son visage pâlit. Monsieur, c'est privé. Ma petite fille est morte à la naissance. Je suis venue ici pour oublier. Pour donner mon amour à d'autres enfants. Tu es sûre qu'elle est morte? Demanda Hector avec une intensité étrange. On m'a dit qu'elle était mort-née. On ne m'a pas laissé la voir. Ils ont dit que c'était mieux ainsi. Alicia s'est mise à pleurer en se remémorant le traumatisme. Hector a ouvert le dossier. Yasmine a utilisé la même clinique clandestine que la maternité où vous avez accouché pour ses arrangements. Les dossiers concordent, Alicia. Yasmine n'a pas eu d'enfant qu'elle a abandonné à l'adoption. Yasmine n'a jamais été enceinte depuis 2 ans. Elle a simulé une grossesse avec des rembourrages pour me piéger. Je ne comprends pas. Alicia a chuchoté, mais j'avais besoin d'un bébé pour me le montrer le moment venu. Alors elle a payé les médecins de sa maternité pour qu'ils vous annoncent la mort de votre fille. Le silence était si pesant qu'on aurait pu le couper au couteau. Alicia se leva, tremblante de tous ses membres. Quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Yasmine a volé votre fille. Je l'ai amenée ici. Je l'ai présentée comme ma propre fille pendant quelques semaines. Mais elle ne lui ressemblait pas du tout. Elle avait les cheveux bruns comme toi. Yasmine avait peur que je me doute de quelque chose. Alors elle s'en est débarrassée. Il l'envoya dans un orphelinat à la campagne. Hector sortit une photo du dossier. Une photo récente d'une fillette de 2 ans dans un orphelinat. Elle avait les mêmes grands yeux expressifs qu'Alicia. Sa fille est vivante, Alicia. Et je sais où elle est. Le mot « vivre » flottait dans l'air lourd du manoir. Plus lourd que n'importe quel meuble en palissandre. Plus éclatant que n'importe quel lustre en cristal. Alicia fixait la photo dans les mains d'Hector, et le monde autour d'elle se mit à tourner. Ses genoux fléchirent. Hector laissa tomber le dossier et le rattrapa avant qu'il ne touche le sol. Alicia, respire, ordonna-t-il en la secouant doucement. Elle s'accrocha au revers de sa veste, enfonçant désespérément ses doigts dans le tissu. Ses yeux scrutaient son visage à la recherche du moindre signe de mensonge. Une erreur, n'importe quoi, plutôt qu'un espoir cruel qui pourrait la tuer s'il s'avérait illusoire. Ne plaisantez pas avec moi, monsieur. Ne plaisantez pas, sanglota-t-elle dans un murmure déchirant. Je l'ai vu. Ils m'ont dit qu'il était gris, qu'il ne respirait pas. Ils t'ont menti, Alicia. Ils t'ont tous menti pour de l'argent. Hector lui parla avec une intensité féroce, la fixant droit dans les yeux pour lui faire comprendre sa certitude. Yasmine a payé le médecin, elle a payé l'infirmière. Elle a donné 10 000 réaux à chacun d'eux pour qu'ils vous annoncent la mort de votre fille et vous la remettent par la porte de derrière. Elle avait absolument besoin d'un bébé pour faire croire que la sienne était née prématurément. Mais lorsqu'elle a vu que la petite fille avait ses traits et pas les siens, elle a eu peur. Hector fit signe au chef de l'escorte qui attendait à la porte, préparez la voiture et prévenez le pilote de l'hélicoptère. Nous partons immédiatement pour São João del Rei. São João del Rei? Demanda Alicia, perplexe. Mais c'est loin. Il faut compter 40 minutes d'hélicoptère, répondit Hector en l'aidant à se relever. Sa fille a attendu 2 ans. Aujourd'hui, elle dort chez elle. Le vol n'était qu'un tourbillon d'hélices et de bruit. Alicia, assise en face d'Hector dans la cabine en cuir de l'hélicoptère privé, ne regardait pas le paysage. Elle serrait la photo de la jeune fille contre sa poitrine tout au long du vol, priant en silence, promettant à Dieu et à tous les saints que, si cela était vrai,
elle donnerait sa vie entière en signe de gratitude. Hector, respectant sa méditation, ne disait rien, mais ne la quittait pas des yeux, veillant à ce que l'angoisse ne la fasse pas s'évanouir. Ils atterrirent dans un champ poussiéreux, à la périphérie de la ville historique. Un pick-up blindé les attendait déjà. Le refuge, baptisé « Petits Anges », portait un nom ironique pour un bâtiment en briques grises à la peinture écaillée et aux fenêtres à barreaux rouillés. L'endroit empestait l'humidité et la soupe bouillie. Quand Hector entra, dans son costume impeccable et auréolé de son autorité, le lieu parut se rétrécir. La directrice, une femme petite et nerveuse nommée Donna Conceição, quitta le bureau en s'essuyant les mains sur sa jupe. « Monsieur Tonali, c'est un honneur. Nous ne nous y attendions pas. » balbutia la femme, jetant un regard craintif aux gardes armés qui flanquaient l'entrée. « Je ne suis pas venue pour une visite de courtoisie, Madame Conceição, » l'interrompit Hector d'une voix glaciale. « Je suis venue pour une jeune fille. Elle a été admise il y a 22 mois sous le nom de Maria N. Elle est arrivée de la capitale par l'intermédiaire d'un intermédiaire. » La femme pâlit. « Monsieur, les dossiers sont confidentiels et les adoptions fermées ne peuvent être divulguées. » Hector sortit un morceau de papier plié de sa poche intérieure. Ce n'était pas une décision de justice. C'était plus rapide, un chèque. Ce dont servira à rénover tout le bâtiment, à acheter de nouveaux lits et à fournir une alimentation de qualité à tous ses enfants pendant 5 ans. Il marqua une pause. Ou alors, je peux appeler tout de suite le gouverneur de l'État, qui est un ami, et lui demander d'envoyer un audit fiscal et sanitaire. Je suis sûr qu'ils trouveront de nombreuses irrégularités. Hector rangea le chèque et sortit son téléphone portable. La dame choisit. L'aide ou la prison. La directrice déglutit difficilement et bruyamment. Couloir 3, dernière pièce à droite. Elle marqua une pause. Nous l'avons appelée Jade parce qu'elle sourit toujours, même quand personne ne vient la voir. Alicia n'a pas attendu plus longtemps. Dès qu'elle a entendu l'adresse, elle est sortie en courant. Il oublia la douleur dans ses côtes. Il oublia le protocole. Il dévala le couloir sombre où les cris de plusieurs bébés formaient une symphonie de tristesse. Elle atteignit la dernière porte. Elle était entr'ouverte. À l'intérieur, dans une pièce avec 6 berceaux en métal, une petite fille d'environ 2 ans était assise par terre sur un tapis usé, jouant avec un bloc de bois solitaire. Elle avait des cheveux noirs, bouclés et ébouriffés, et portait une robe trop grande pour elle. Alicia s'arrêta sur le seuil. Elle reprit son souffle. Son cœur battait si fort qu'il lui faisait mal aux oreilles. La jeune fille leva les yeux. Elle avait d'énormes yeux sombres et profonds. Les mêmes yeux qu'Alicia voyait chaque matin dans le miroir. Elle avait une petite tache de naissance en forme d'étoile sur le cou, identique à celle de la mère d'Alicia. « Maman » murmura la fillette, sans pouvoir distinguer qui était cette femme. Peut-être appelait-il toutes les femmes qui se présentaient sous ce nom, espérant que l'une d'elles serait lui. Alicia laissa échapper un cri étouffé, un son guttural de pure douleur et d'amour, et se jeta à genoux sur le sol. « Mon amour, ma vie, tu es vivant. » La jeune fille, d'abord surprise par le cri, se tut. Alicia rampa jusqu'à elle et la prit dans ses bras. Le contact fut électrique. La fillette sentit le parfum d'Alicia, l'odeur douce du savon et les larmes, et par un instinct primitif que la science ne peut expliquer, elle se détendit aussitôt. Ses petites mains s'agrippèrent au cou d'Alicia. « Jade, ma Jade » murmura Alicia en l'embrassant sur le visage, les mains, les pieds, redécouvrant ce qui était entier, ce qui était réel. « Pardonne-moi, mon amour, pardonne-moi de ne pas avoir su. Maman est là, maman est venue te chercher. » Hector les observait depuis l'embrasure de la porte, les yeux embués de larmes. Il avait conclu des affaires valant des milliards de réaux, acheté des îles, gagné des procès impossibles, mais rien, absolument rien, ne se comparait à la victoire de voir cette mère récupérer la part de son âme qui lui avait été volée. Il s'approcha lentement et s'agenouilla près d'elle. « Elena, dit-il doucement, il est temps de partir. Victor et Pedro attendent leur petite sœur. » Alicia leva les yeux, le visage baigné de larmes, mais avec un sourire qui illumina la pièce sombre. « Merci, murmura-t-elle. Je vous dois la vie, monsieur. »« Vous ne me devez rien, » répondit-il en caressant la tête de la petite Jade. « Nous sommes de la même famille, et la famille prend soin les uns des autres. » Le départ du refuge fut un triomphe. Alicia portait Jade comme un trophée en or massif. La petite fille, agrippée à sa mère biologique, observait tout avec curiosité, se sentant en sécurité pour la première fois de sa courte vie. Une fois à bord de l'hélicoptère pour rentrer, Jade s'endormit quelques minutes plus tard sur les genoux d'Alicia. Hector la regarda à travers la vitre de la cabine. « Demain,
Mes avocats entameront les démarches pour changer son nom au registre, et le vôtre aussi, si vous le souhaitez. La mienne ? Demanda Alicia. Oui, je trouve qu'Alicia de Tonali sonne très bien. Alicia rougit et baissa les yeux vers sa fille. Monsieur, ne dites pas des choses pareilles. Je ne parle pas à la légère. Yasmine a signé les papiers du divorce il y a des mois, sur un document qu'elle croyait être une police d'assurance vie. Il ne manque plus que ma signature. Et quand cette femme sera derrière les barreaux pour toujours, il me faudra une partenaire, quelqu'un en qui je puisse avoir une confiance absolue, quelqu'un qui aime mes enfants comme s'ils étaient les siens. Hétor soutint son regard. Mais avant de penser à l'avenir, il nous faut tourner la page. J'ai un rendez-vous important demain, et je veux que tu m'accompagnes. Il faut qu'elle te voie. Je veux que tu comprennes que tu n'as pas gagné. Le bruit des barreaux d'acier qui se refermaient derrière Hétor résonna comme un coup de canon dans la prison pour femmes de la capitale. Le couloir était long, éclairé par des néons vacillants. L'odeur de désinfectant bon marché et la promiscuité étaient omniprésentes. Aux côtés d'Hector, Alicia marchait la tête haute, vêtue d'un tailleur bleu marine qui lui avait offert. Elle n'avait plus l'air d'une servante, elle incarnait la maîtresse du monde. Votre fille Jade était en sécurité à la maison avec les jumeaux et une nounou de confiance, sous la surveillance de 3 gardiens. Le détenu refuse de s'alimenter, monsieur Tonali, l'informa la directrice de la prison. Une femme sévère, peu encline à s'enorgueillir des noms de famille prestigieux. Elle prétend que la nourriture est empoisonnée et exige de parler à son avocat toutes les 5 minutes, mais ce dernier a démissionné ce matin après avoir pris connaissance des preuves ADN et des vidéos. Ça ne m'étonne pas, a déclaré Hétor d'un ton sec. Yasmine a toujours eu le don de repousser les gens. Ils arrivèrent dans le parloir spécial. Ce n'était pas la salle commune avec téléphone et vitres. C'était une petite salle d'interrogatoire avec une table en métal fixée au sol et 3 chaises. Yasmine était déjà là, menottée à la table. L'image était choquante. La reine du monde, celle qui dépensait des fortunes en crème pour le visage, était méconnaissable. Il portait l'uniforme gris réglementaire, trop grand et inconfortable pour lui. Ses cheveux blonds, d'ordinaire impeccables, étaient gras et emmêlés. Sans maquillage, son visage paraissait maladif et de profondes cernes sous ses yeux trahissaient des nuits blanches. Ses ongles, jadis longs et soignés, étaient cassés. Quand la porte s'ouvrit et qu'elle vit Hector entrer, ses yeux s'illuminèrent d'une lueur d'espoir fou. « Hector, mon amour » gazouilla-t-elle en essayant de se lever, mais les chaînes la retenaient. « Je savais que vous veniez. Sortez-moi d'ici. C'est une terrible erreur. Regarde ce qu'ils m'ont fait. Ils m'ont forcé à prendre une douche froide. » Puis son regard se posa sur Alicia, qui se tenait à côté d'Hector. Le sourire de Yasmine se mua en une grimace de haine pure. « Que fait-elle ici ? A-t-elle amené la servante pour me voir dans cet état ? C'est ça ? Trouve-t-elle amusant de m'humilier ? » Hétor s'assit en face d'elle, imperturbable. Alicia se tenait à sa droite, telle une statue de justice. « Alicia n'est pas là comme une servante, Yasmine, » dit Hétor d'une voix douce. « Elle est là comme une victime. Et comme une mère. » Yasmine laissa échapper un rire nerveux. « Maman, s'il te plaît, ne commence pas avec ce drame à propos de la fille morte. »« Elle n'est pas morte, » l'interrompit Alicia. Sa voix était ferme et profonde. Pour la première fois, elle regarda Yasmine. Non pas avec peur, mais avec une profonde tristesse. « Je l'ai retrouvée, Yasmine. J'ai retrouvé ma Jade dans le refuge où tu l'as jetée comme un déchet. » Yasmine pâlit. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. C'était la pièce du puzzle qu'elle pensait ne jamais trouver. L'enlèvement d'une mineure et la falsification de documents médicaux étaient des crimes fédéraux non libérables sous caution. J'ai les déclarations du médecin, de l'infirmière et du directeur du foyer, poursuivit Hétor en sortant une copie du dossier médical et en la posant sur la table. Ils ont tous chanté, Yasmine. Dès que j'ai proposé une immunité partielle en échange de votre nom, ils se sont empressés d'être les premiers à vous dénoncer. Yasmine se mit à trembler. Des larmes, cette fois de vraies larmes de pure terreur, commencèrent à lui monter aux yeux. « Hétor, je t'en prie, » implora-t-elle en changeant de tactique, « j'avais peur de te perdre. J'ai tout fait pour nous. Je voulais te donner une famille. » Hétor se pencha en avant. « Tu m'as trahi avec mon associé, tu as comploté pour tout me voler, tu as essayé de vendre mes enfants et tu as enlevé la fille d'une innocente pour couvrir tes mensonges. Il n'y a pas une once d'amour en toi, Yasmine. Tu es un trou noir, » s'écria-t-elle. Sandro mit à forcer. Il a tout planifié. Je suis victime de violence. Il m'a menacé. Hétor secoua la tête, fatigué. Sandro affirme le contraire. Et les vidéos de surveillance de la maison,
où l'on vous voit rire en planifiant ma mort, confirme sa version. Hétor se leva et fit signe aux gardes d'ouvrir la porte. « Attends, où vas-tu » cria Yasmine en tirant sur ses chaînes. « Ne me laisse pas ici. Je ne survivrai pas, Hétor, je suis ta femme. » « Plus maintenant, dit-il. Mon avocat apportera les papiers du divorce demain. Vous n'aurez rien. Les contrats prénuptiaux sont clairs. En cas d'infidélité ou de crime grave, vous ne toucherez pas un centime. » Hétor s'arrêta sur le seuil et regarda Alicia. Elle tenait une petite mallette usée. « Oh, j'avais presque oublié, » dit Hétor. « Alicia a apporté quelque chose pour toi. » Yasmine regarda la mallette, perplexe. « Qu'est-ce que c'est ? De l'argent ? Des bijoux ?» Alicia s'avança et posa la mallette sur la table en métal. « Ce sont les vêtements que vous portiez en arrivant au manoir il y a 5 ans, Madame Yasmine, » dit Alicia. Monsieur Hétor les gardait au grenier. Un jean déchiré, un t-shirt bon marché et des sandales usées. C'est avec ça que tu es venue. Et c'est tout ce que tu emporteras. Yasmine regarda la mallette comme si elle contenait une bombe. La métaphore était brutale. Toute son ascension sociale, tout son luxe, anéanti d'un seul coup. Elle était revenue à la case départ. Mais maintenant, il risque 40 ans de prison. Maudit soit-il, hurla Yasmine, perdant complètement son sang-froid et se jetant contre la table. Je les hais. J'espère qu'ils vont mourir. Alicia, tu meurs de faim. Tu l'as toujours été et tu le seras toujours. Hétor ouvrit la porte et sortit dans le couloir, suivi d'Alicia. Les cris de Yasmine résonnèrent derrière eux, ricochant contre les murs de béton. Hétor, reviens. Ne me laisse pas. J'ai peur. Le garde referma la lourde porte métallique, faisant aussitôt taire les cris. Le silence qui suivit fut le plus beau son qu'Hector ait entendu depuis des années. Ils se dirigèrent vers la sortie, vers la lumière jade qui inondait la cour principale. Avant de partir, Hector s'arrêta et regarda Alicia. Elle pleurait, mais c'étaient des larmes de libération. « Ça va » demanda-t-il. Alicia hocha la tête en essuyant ses yeux. « Je la plains, monsieur. Elle est tellement en colère qu'elle ne sera jamais heureuse, même si elle possédait tout l'or du monde. » Voilà la différence entre vous deux, Alicia, dit Hector en lui prenant la main et en entrelaçant leurs doigts pour la première fois ouvertement, sans barrière de classe ni de contrat. Tu as un cœur que tout l'or du monde ne saurait acheter. Et ce cœur est la seule chose que je désire désormais dans ma vie. Ils laissèrent le jade. Le chauffeur ouvrit la portière de la limousine. « La maison, monsieur Tonal ?» demanda-t-il. Hector regarda Alicia. Puis elle regarda l'horizon. « Oui, la maison. Nous avons 3 enfants qui attendent d'aller au parc. » La voiture démarra en trombe, laissant derrière elle la prison grise et la femme qui avait confondu valeur et prix. Tandis qu'il s'éloignait, Hector sut que la véritable histoire n'était pas terminée. En réalité, elle ne faisait que commencer. Une histoire sans mensonge, sans faux fauteuil roulant, sans masque. Une histoire écrite avec vérité. 6 mois s'étaient écoulés depuis que les portes de la prison s'étaient refermées sur Yasmine. 6 mois qui, comparés aux années précédentes de froideur et de superficialité, semblaient une éternité. Le manoir d'Alphaville n'était plus ce mausolée de marbre froid, où le silence était de rigueur et les rires d'enfants proscrits. Désormais, en franchissant le seuil, la première chose qui accueillait les visiteurs n'était plus l'arrogance d'un gardien. C'était un parfum de cannelle, de pain et de chocolat chaud. C'était la veille de Noël. Le premier vrai Noël que cette maison connaissait depuis des décennies. Dans le grand hall où Yasmine organisait jadis des cocktails mondains pour des gens qui se détestaient, trônait un sapin de Noël gigantesque, orné non pas de boules de cristal de créateur, mais de décorations faites main par 3 enfants, Victor, Pedro et la petite Jade. « Papa, papa, regarde ce que Jade a fait !» s'écria Victor en courant sur le tapis persan, un dessin à la main. Hétor, assis dans son fauteuil préféré devant la cheminée, posa son livre. Il ne portait plus de costume rigide à l'intérieur. Il arborait un pull en laine confortable et un pantalon de survêtement. Son visage, autrefois marqué par le stress et la méfiance, affichait désormais les traits doux de quelqu'un qui sourit souvent. « Montre-moi, champion. » Hétor prit le dessin. C'étaient des gribouillis colorés qui représentaient soi-disant 5 personnes se tenant la main, sous un immense arbre de jade. C'est une œuvre d'art. Mettons-le à l'endroit le plus important de la maison. Dans le coffre-fort ? Demanda innocemment Pedro, se souvenant où son père rangeait ses objets de valeur. Hétor laissa échapper un rire sonore et serra les 2 garçons dans ses bras. Non, mon fils. Les objets de valeur ne vont plus dans le coffre-fort. Ils vont dans le réfrigérateur, pour qu'on puisse les voir tous les jours. Le coffre-fort,
c'est pour les papiers ennuyeux. Ça, c'est de l'art. Depuis la cuisine, Alicia observait la scène, appuyée contre l'encadrement de la porte. Sa transformation avait été subtile, mais profonde. Elle ne portait plus l'uniforme bleu et les gants jaunes. Elle arborait une élégante robe de velours rouge qui mettait en valeur son teint hâlé et ses cheveux noirs, désormais lâchés et brillants. Ses mains, malgré leur manucure soignée, restaient celles d'une femme active qui n'hésitait pas à pétrir le pain ou à essuyer une larme. Parfois, elle se sentait encore comme une intruse dans ce rêve. Le syndrome de l'imposteur la prenait d'assaut la nuit. Est-ce que je mérite vraiment ça? Moi, la fille venue du fin fond du Maranhão sans rien? Mais alors, Héctor la regardait. Ou Jade se jetait dans ses bras en criant « Maman !» Et les doutes se dissipaient comme la brume devant Jade. « À quoi penses-tu, maîtresse de maison ?» La voix d'Héctor la tira de ses pensées. Il l'avait approchée sans qu'elle s'en aperçoive et maintenant, il l'enlaçait par la taille, le menton posé sur son épaule. Alicia se laissa aller contre sa poitrine, savourant la présence rassurante de cet homme qui, d'un patron inaccessible, était devenu son compagnon de vie. Il y a 1 an, je crois que je pleurais dans ma petite chambre de bonne, implorant un miracle, confia-t-elle doucement. Et je pense à Yasmine, seule dans sa cellule ce soir. Héctor soupira, non pas de tristesse, mais avec la résignation de celui qui accepte la justice. Yasmine a fait son choix, Alicia. Chaque décision qu'elle a prise, chaque mensonge, chaque acte de cruauté, a été une brique de la prison qu'elle a elle-même construite. Ne gaspillez pas votre énergie à vous attarder sur ses propres ténèbres. Ce soir est une nuit de fête. Vous avez raison, dit-elle en se tournant vers lui pour le regarder droit dans les yeux. Les invités sont-ils prêts? C'était là l'autre grande révolution d'Héctor. Il n'avait invité ni partenaires commerciaux, ni banquiers, ni politiciens au dîner de Noël. Les invités d'honneur étaient le nouveau chef de la sécurité, un homme intègre qui avait remplacé le traître Rodriguez, les cuisiniers, les jardiniers et leurs familles. Héctor avait décidé que personne ne travaillerait à son service ce soir-là. Ce soir-là, tout le monde serait assis à la même table. Le dîner était un joyeux chaos. Il y eut des toasts, des blagues et des plats faits maison préparés ensemble. Héctor, le grand magnate, s'occupa de servir le vin aux employés, un geste qui valait plus qu'une prime de fin d'année, même s'il leur avait déjà accordé de généreuses primes. À la fin de la soirée, alors que les enfants commençaient déjà à bâiller et que le personnel était parti, le cœur comblé et les bras chargés de cadeaux, Héctor prit la main d'Alice. « Viens avec moi un instant », murmura-t-il. Sur le balcon. La nuit était froide, mais le ciel était clair, constellé d'étoiles qui ressemblaient à des diamants éparpillés sur du velours noir. Du balcon, on apercevait au loin la ville illuminée, indifférente et lointaine. Héctor, appuyé contre la rambarde, contemplait l'horizon. Vous savez, pendant des années, je restais assis ici, un verre de whisky à la main, à regarder ces lumières, et je me sentais comme l'homme le plus pauvre du monde, dit Héctor, pensif. J'avais des millions à la banque, certes, mais je n'avais personne à qui raconter ma journée. Personne pour me couvrir d'une couverture si j'étais malade. J'étais cerné par des requins, qui n'attendaient que mon sang. Il se tourna vers Alicia et prit ses mains dans les siennes. Ses yeux brillaient d'une intensité émotionnelle qu'il laissait rarement transparaître. Quand j'ai simulé cet accident, je cherchais la vérité, mais j'ai trouvé quelque chose de bien plus important. Je t'ai trouvé, Alicia. Il marqua une pause, laissant ses mots faire leur chemin. Tu m'as appris que la dignité est inestimable, que la loyauté ne s'achète pas et que l'amour est la seule chose qui nous sauve de nous-mêmes. Les larmes montèrent aux yeux d'Alicia. Héctor, tu as sauvé ma fille. Tu m'as offert un foyer. Non, l'interrompit-il. Tu as fait de nous une famille, et une famille doit porter le même nom. Héctor plongea la main dans la poche de sa veste et en sortit une épaisse enveloppe en papier brun. Elle est arrivée cet après-midi. C'est mon cadeau de Noël pour toi et Jade. Alicia ouvrit l'enveloppe d'une main tremblante. Elle lut l'entête du document légal, décret d'adoption définitif. Mineur. Jade Tonali. Père adoptif. Héctor Tonali. Alicia porta la main à sa bouche, étouffant un sanglot. Héctor avait légalement adopté Jade. Elle n'était plus seulement la fille d'Alicia vivant chez lui. Elle était sa fille aux yeux de la loi, avec les mêmes droits, le même héritage et le même nom de famille que les jumelles. Je voulais qu'elle sache, en grandissant, qu'elle n'est pas une invitée, a déclaré Héctor. C'est ma fille, et tu es la mère de mes 3 enfants. Alicia était sans voix. Elle se jeta dans ses bras, pleurant de joie, trempant son pull en laine. Héctor la serra fort contre lui, enfouissant son visage dans ses cheveux, respirant son parfum apaisant. Mais il manque une chose,
dit-il en se détachant doucement et en essuyant ses larmes du bout des pouces. Il reste une étape à franchir avant que l'équipe soit au complet. Héctor recula d'un pas. Et là, sous les étoiles et la fraîcheur de décembre, l'homme qui ne s'était jamais agenouillé devant personne s'agenouilla devant son ancienne servante. Il en sortit une petite boîte en velours noir. En l'ouvrant, point de diamant clinquant et vulgaire comme celui qu'il avait offert à Yasmine. Une bague élégante ornée d'un saphir bleu profond, entourée de petits diamants. Classique et intemporel. Alicia, je ne te promets pas une vie parfaite. J'ai mes démons, j'ai mes mauvais jours, et je suis têtue. Mais je t'offre ma vie entière. Je t'offre mon respect, ma loyauté et mon amour jusqu'à mon dernier souffle. Il marqua une pause, la regardant. M'accorderais-tu l'immense honneur de m'épouser et de devenir la véritable propriétaire de cette maison et de mon cœur? Alicia contempla la bague. Puis elle regarda Héctor. Dans ses yeux, elle vit le reflet de tout ce qu'ils avaient vécu ensemble. L'humiliation, la peur, la pluie à l'arrêt de bus, le sauvetage au refuge. Tout les avait menés à ce moment précis. Oui, dit-elle d'une voix claire et forte. Oui, Héctor, oui à tout. À tes côtés jusqu'à la fin du monde. Héctor glissa la bague à son doigt. Elle lui allait parfaitement. Il se leva et l'embrassa. Ce fut un long baiser passionné, un saut de promesse entre deux âmes qui s'étaient trouvées au cœur de la tempête. À ce moment-là, la porte vitrée du balcon s'ouvrit brusquement. Burke, ils s'embrassent, s'écria Pedro en se couvrant les yeux. C'est dégoûtant, ajouta Victor en riant. Bisous, bisous, s'écria Jade en tapant des mains et en sautillant. Héctor et Alicia se séparèrent en riant. Leurs 3 enfants accoururent vers eux en pyjama et se jetèrent sur leurs genoux dans une étreinte collective aussi chaotique que merveilleuse. « Que faites-vous debout toute la journée, bande de petits diables ?» demanda Héctor, Jade dans les bras et Victor dans l'autre. « On a entendu du bruit, » répondit Peter. « Le Père Noël est arrivé. » Héctor regarda Alice. Puis il regarda ses enfants et enfin, la maison baignée de lumière et de chaleur derrière lui. « Oui, mes enfants, » dit Héctor avec la certitude absolue d'un homme qui avait enfin compris le sens de la vie. Le Père Noël est arrivé et il a apporté le plus beau des cadeaux. « Des jouets ?» demanda Jade, pleine d'espoir. « Mieux encore, princesse, » répondit Héctor en regardant Alicia avec adoration. « Elle a offert un avenir. L'argent peut acheter une maison, mais seul l'amour peut bâtir un foyer. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune autre histoire émouvante. Dites-nous en commentaire. Selon vous, quelle est la ville brésilienne où les habitants sont les plus accueillants? Sao Paulo, Belém, Fortaleza ou Florianópolis? On veut savoir.